et merci d'être ici pour nous écouter. Je voudrais remercier tout d'abord la faculté d'aménagement qui nous a fait l'honneur de nous accueillir et le comité d'Illa Souria pour avoir organisé cet événement et avoir invité tous les participants. Donc, je vais parler d'expériences passées qui ont été réalisées par l'organisation à laquelle j'appartiens, qui s'appelle le Trust à Lacan pour la culture. Et je vais d'abord vous dire un peu qui on est, parce que ça dit pas forcément... Ah, attendez, on avance, machin. Zoom. Juste... Tu cliques? Ah, celui-là. Ah, tu fais. Ah, d'accord, il faut cliquer la molette. D'accord. Ok. D'accord, voilà. Très bien. Petit ajustement technique. Alors, le Trust Aga Khan pour la culture appartient en fait à un réseau qui s'appelle le réseau Aga Khan de développement, qui a été institué par l'Aga Khan, qui est le 49e imam des chiites ismaéliens, à partir des années 70. Et donc, progressivement, s'est créé, on va dire, un réseau d'agences qui travaillent chacune dans son domaine. Donc, ça touche, en fait, d'une part au développement économique, avec des infrastructures de tourisme, des hôtels, une chaîne d'hôtels, des services financiers, des services médias et des services industriels qui sont des barrages hydroélectriques, qui sont des centrales thermiques, qui sont un certain nombre d'équipements réellement industriels. Et ça se passe dans pas mal de pays qui vont, on va dire, de l'Afghanistan jusqu'au Mali. Et donc, c'est la grande spécificité, on va dire, de l'organisation, c'est que depuis les années 70, au développement, on va dire, d'infrastructures, c'est toujours greffé à un développement social et culturel. Et donc, on a parlé assez tôt d'un développement intégré, donc développement social dans la dimension qui sont éducation, santé, bonne gouvernance, par un certain nombre d'agences spécialisées, et la culture, j'en parle à la fin parce que ça me permet d'aller jusqu'à mon propos, donc, auquel j'appartiens. Donc moi je suis architecte et je travaille pour une division qu'on appelle le Historic Cities Programme, le programme des villes historiques. Voilà. Donc le Trust Aga Khan, donc c'est l'agence culturelle du réseau et qui s'intéresse principalement, on va dire, à améliorer, promouvoir la réhabilitation du patrimoine et de la bonne architecture dans les pays où l'islam a un rôle significatif. Donc, les agences, les programmes qui composent le Trust Aga Khan pour la culture, donc il y a le programme des villes historiques, et il y a le prix Aga Khan d'architecture. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est un prix qui est décerné tous les 3 ans à un certain nombre de lauréats dans des domaines assez différents qui vont du paysage, du landscape, donc jusqu'à l'architecture et la restauration, et qui a récompensé dernièrement en 2013 un certain nombre de projets, qui sont 5. Il y a une initiative de musique en Asie centrale et des programmes de musée, dont un programme... Ça marche plus. Je suis mauvais. Voilà. Donc la distribution géographique, si on parle de la présence des activités, elle porte réellement sur tout le croissant de l'expansion de l'islam, qui va, on va dire, de l'Inde jusqu'au Mali. Donc on a une prédominance d'activités dans la région qui est le sous-continent indien, l'Afghanistan, le Pakistan, le Tadjikistan. On a eu pas mal d'activités en Égypte, en Syrie, à Zanzibar, donc en Tanzanie, et enfin au Mali, en Afrique de l'Ouest et en Côte d'Ivoire, donc certaines choses. Et une chose qui vous interpellera peut-être, c'est que actuellement, on a de nombreuses activités en fait qui se développent au Canada, donc votre pays, dont un musée qui est en train de finir sa construction et qui ouvrira ses portes en septembre-octobre à Toronto, qui est le musée
d'art islamique. Voilà. Donc l'intérêt, c'est effectivement de promouvoir le développement dans des pays, on va dire, qui sont les pays islamiques, et donner une accessibilité et promouvoir l'éducation et le côté positif de l'islam dans des pays où il a besoin d'être expliqué. Voilà. Si je peux. C'est comme ça. Donc je vais procéder, on va dire, à une étude de cas, tout simplement, qui va essayer de marquer un petit peu quelques interventions, comment elles ont été réalisées, et quelle est la signification de travailler après une période de conflit, ou pendant une période de conflit aussi, parce qu'il y a des questions qui se posent. Alors, il ne s'agit pas, on va dire, de donner une leçon générale, hein, il s'agit juste de proposer des cas. Vous remarquerez qu'on ne parle pas de Syrie, parce que le propos aujourd'hui était de montrer différentes situations qui pourraient être source d'expérience pour le cas de la Syrie, et sachant que de toute façon, aucune généralisation n'est possible, que ce qui fonctionne dans certains pays ne fonctionne pas dans d'autres, et qu'il ne faut pas non plus essayer de développer un manuel de la bonne pratique après le conflit. Donc, on va parler ce soir de 3 cas, principalement Kaboul et Tombouctou, mais je fais une petite digression par Nicosie, ce qui nous permet d'aller d'est en ouest, sachant que donc à Kaboul, le Trust Aga-Khan a travaillé entre 2002 et encore jusqu'à maintenant, juste après l'intervention en 2001, et à Tombouctou, enfin au Mali, ça a commencé en 2003 et c'est encore en cours. Voilà. Nicosie, il s'agit plutôt de nommer un projet qui a été lauréat du prix Aga-Khan d'architecture en 2007 et qui a quand même une signification tout à fait particulière, surtout si on le regarde à l'aune de ce qui se passe en Syrie. Voilà. Donc, je me trompe à chaque fois. Est-ce que je suis tellement mauvais? Kaboul, Afghanistan. Alors, à Kaboul, je vais me limiter à Kaboul parce qu'on a aussi travaillé à Herat. En 2002, le pays s'est retrouvé dans une situation, on va dire, où les infrastructures, le patrimoine et l'édifice public étaient dans un état avancé de détérioration. Donc je vais vous parler, on va dire, de 2 projets qui sont des projets publics. Hein. Tout à l'heure, en fait, on a parlé de reconstruction d'habitat, hein, donc d'édifices privés. Nous, on a plutôt travaillé sur le bâtiment public, les édifices publics, les infrastructures publiques. Donc une signification collective et qui ne porte pas les mêmes complexités que l'édifice privé. Donc le parc de Baghe-Babour, qui était un parc moghol extrêmement exemplaire à Kaboul, qui a été construit au XVIIe siècle, était en 2002 dans un état totalement dégradé. Vous voyez, l'axe central, il n'y avait plus aucune végétation, tout simplement non pas par le conflit en tant que tel, mais plutôt par la négligence et le manque d'intérêt et l'abandon. Ah, pardon. Il faut vraiment que je... Donc voilà, vous voyez, le climat est quand même assez aride aussi à Kaboul. Donc sans irrigation, un parc public n'arrive pas à survivre. Les édifices étaient dans un état à peu près acceptable, tandis que le bâti était totalement en décrépitude. Vous voyez, par exemple, il existait, on va dire, sur ce site, un palais de la reine, puisqu'il s'agit de la tombe de Babour, qui était un prince moghol. Le palais de la reine était totalement détruit. Donc, à partir de là, qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait sur un site qui peut avoir un intérêt collectif d'espace public? Alors, il se trouve en fait qu'au cours des recherches historiques qui sont faites, en parallèle à des recherches archéologiques, on découvre un manuscrit, un miniature persan, qui décrit tout à fait ce jardin tel qu'il a été.
Donc ça forme une source de référence intéressante sur la distribution des choses, l'irrigation et ces choses-là. Et comparé avec de l'archéologie qui se passe dans le jardin, ça permet, on va dire, de donner quelques indications sur comment on va s'y prendre. Ah, pardon. Alors, à partir de 2002, des travaux ont eu lieu. C'est principalement, on va dire, de réhabiliter un jardin qui soit accessible au public et de redonner, on va dire, à la population une infrastructure qui lui permettait, en fait, de profiter d'un lieu. Alors, ça a été des travaux d'irrigation, des travaux de plantation, de reconstruction de terrasses, enfin, toute une série de travaux d'infrastructure dont je ne vais pas parler en détail aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'il y a un plan général de propositions qui a été développé, qui reprend en général tout ce que l'archéologie et les recherches historiques ont donné, et qui articule un certain nombre de petits édifices de kiosques qui étaient existants pour leur retrouver en fait une signification dans le futur comme étant des lieux de destination pour les gens de Kaboul. Donc vous voyez en fait aujourd'hui c'est un jardin en terrasse au centre de Kaboul dans lequel il y a un des bâtiments, le Palais de la Reine, a été réhabilité pour faire une sorte de petit salon de thé. Un certain nombre un caravansérail a été réhabilité à l'entrée pour permettre des spectacles. Voilà, donc ce parc, qui signifiait plus rien, on va dire, pour la population, a retrouvé un sens dans la ville d'aujourd'hui. Voilà, donc c'est plutôt en termes d'opportunités, les édifices publics forment, on va dire, des opportunités très importantes parce que par leur signification collective, elles donnent l'opportunité de retrouver, on va dire, des usages. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu quelques images de ce que c'est aujourd'hui. Et de l'affluence, voilà. Ça, c'est en période de Ramadan, mais en fin de journée. Mais donc, c'est un parc qui a réellement, on va dire, réussi à attirer une population de toutes les origines. Et on se rend compte quelque part que ça n'existe pas souvent dans les villes en développement, des espaces publics qui permettent aux gens d'apprécier la qualité des lieux. Donc voilà en toute saison. Hein, l'avantage d'un parc, c'est que ça vit en fait à 4 saisons. Donc il y a des périodes de floraison, des périodes d'hiver, d'été. Et ça permet aussi aux personnes, à tout le monde, de venir faire des pique-niques, de sortir le vendredi, samedi, pour en profiter. Voilà, ça c'est le parc de Bagay Babour. Mausolée de Timur Shah, un monument très significatif. Alors le monument, on parlait des questions, on va dire, de tourisme. Le monument, avant tout, c'est un lieu de mémoire. Hein. Et un mausolée, c'est le lieu où un souverain ou un prince a été enterré. C'est un lieu de mémoire, qui n'est pas plus macabre qu'un autre, d'une certaine manière. Il est juste on va dire, mis dans une architecture un peu plus prestigieuse. Voilà, donc le mausolée de Timur Shah, qui est construit en 1819, c'est un édifice octogonal et qui souffrait, au sortir de la guerre, de 25 ans de guerre, on va dire, non seulement d'un état de décrépitude avancé, et donc avec des trous. Ils avaient mis en fait un parapluie, c'est-à-dire ce qu'on appelle un parapluie, c'est une couverture provisoire, parce que la voûte était percée. Voilà. Donc il pleuvait dans l'intérieur. Et on voit que tous les alentours étaient occupés par des baraquements. C'était une sorte de petit marché informel qui s'était créé sur ce qui était auparavant un grand parc. Donc vous voyez là en fait une photo en couleur. On voit très bien quelque part que les alentours de ce monument étaient totalement occupés par des baraquements. Et c'est posé la question lors de la restauration et du projet urbain qui accompagnait, de que faire. Que faire dans ces situations-là? Il ne s'agit pas de s'intéresser uniquement au monument et de laisser le contexte tel qu'il est. Donc on a proposé en fait de relocaliser tous les
toutes les fonctions économiques qui étaient dans ce petit marché dans la ville, disséminé dans la ville, pour permettre, on va dire, décidément, j'ai pas de chance. Voilà, une petite vue un peu plus proche. Donc on voit très bien que c'est pas approprié pour un grand monument. Hein. Et pourtant, vous voyez, quand on regarde en fait des photos historiques, on sera dans le même cas en Syrie. Si on regarde des photos historiques de la Syrie, on se rend compte que l'urbanisation des 100 dernières années a totalement modifié les environnements de monuments. Donc ce mausolée de Babour, de Timur Shah, était en plein air, complètement dans la campagne, autour des années 20. Voilà. Aujourd'hui, il se retrouve totalement enserré dans la ville, dans une situation totalement différente. Fin du XXe siècle, donc ça c'est, je pense, des années 80, cette photo. Oui. Donc on voit que c'est un bâtiment. L'espace autour était complètement libre, n'était pas encore occupé. Il n'y avait pas eu, on va dire, l'exode rural qui a accompagné tout le reste. C'est un bâtiment qui est très spécifique, puisqu'en fait c'est un bâtiment octogonal, avec un plan carré au milieu, et une voûte avec des arêtes en briques, et c'est une voûte double. Donc si vous regardez un peu la coupe, hein, je ne sais pas, pour les architectes ça intéresse, hein, moi je suis un peu monophasé. Hein. Mais c'est un bâtiment qui a une double coque. Donc il a une coupole extérieure qui permet, on va dire, la protection, puis on va dire l'équilibre des proportions extérieures, et une coupole intérieure qui reprend, on va dire, les voûtes d'arêtes. Donc c'est un bâtiment, c'est assez spécifique comme type d'architecture, vous voyez, en fait. Donc ce qui s'est passé, donc avant tout pour comprendre les dommages, puisque on avait une situation où la voûte était totalement percée, et on sait très bien quand une voûte est percée qu'a priori elle ne devrait pas tenir, puisque les forces devraient être totalement distribuées. Or, miracle, on va dire, dans ces cas de voûte en briques, les choses tiennent encore. Les structures s'habituent, on va dire, à redistribuer les efforts. Donc on a fait les travaux ont commencé durant 2002-2003 par vraiment des purges sélectives qui permettaient, on va dire, d'enlever les matériaux qui étaient tombés d'une voûte sur l'autre. Et très vite, on va dire, la question s'est posée de savoir comment maintenir, on va dire, une coupole dans un état correct. Donc elle a été ceinturée par une sorte de... Oui, c'est une ceinture en fibre de verre qui permettait, on va dire, de la maintenir pendant que le reste était reconstruit. Voilà. Et vous voyez que le petit marché autour restait encore là. Et donc aujourd'hui, je passe de manière un peu brutale dans ce que c'est aujourd'hui, mais vous voyez, en fait, le monument a été totalement réhabilité et un jardin a été recréé autour qui permet, on va dire, de profiter d'un espace public aussi au centre de la ville. Voilà. Juste pour vous dire un peu quelles sont les opportunités que forment ces monuments très symboliques au centre des villes. Voilà. On ne contrôle pas totalement, on va dire, les zones qui sont connexes. Hein. Certains bâtiments en béton se construisent sur les côtés. Ça, c'est des choses qui sont vraiment des problèmes de règlement d'urbanisme. Donc voilà, aujourd'hui, ce bâtiment est utilisé pour un certain nombre de fonctions d'exposition, de même que le parc. Voilà. Je voulais juste faire une digression sur Nicosie, à Chypre. Donc vous connaissez où est Chypre? C'est au large de la Syrie. C'est à, je sais pas, 150 km, même pas, moins. Je ne pourrais même pas vous dire. Voilà, je sais que on peut. Et donc c'est une ville c'est une île qui avait acquis son indépendance en 1960 et qui en 1974 a connu en fait un conflit entre deux forces qui étaient la force turque et la force grecque qui se sont opposées pour le contrôle de l'île, et ce qui a amené en fait à une partition d'une île déjà très petite qui a été totalement divisée en deux. Et le point névralgique, on va dire, de cette division, c'est la ville de Nicosie, qui est au centre de l'image,
qui a elle-même été coupée en deux. Voilà. Donc, juste pour vous. Voilà, c'est une ville qui est entourée de remparts. Donc, elle est très spécifique parce que c'est une ville dont les remparts sont de 1570, construits par les Vénitiens. Chypre a été occupée par à peu près toutes les puissances méditerranéennes qui sont intéressées, des Ottomans aux Romains et autres. Et c'est une ville dont le centre historique fait à peu près 1,6 km de diamètre, de 2 km² seulement. C'est une très petite ville, si on regarde à l'échelle de Damas, par exemple, qui est beaucoup plus grand, hein, mais qui a souffert, on va dire, de cette partition. Voilà, donc. Vous voyez le plan. J'ai mis en regard le plan. Le plan est une vue aérienne. C'est un plan extrêmement spécifique. Et ce qui s'est passé, voilà. Ce qui s'est passé à partir de 1974, c'est que la ville a été coupée en deux, une zone turque, enfin, d'influence turque au nord et une zone d'influence grecque au sud, et une zone tampon qui a été définie comme étant, on va dire, un couloir inaccessible aux deux et qui était patrouillé par les soldats des Nations Unies. Donc, c'est-à-dire que le centre de la ville, qui était le centre commercial et ce qu'on appellerait les souks ou le bazar, est devenu, tout d'un coup, un vide, un creux, on va dire sur le plan. Et très vite, ce qui est intéressant à Nicosie, c'est que les maires des deux parties, donc des parties turques et grecques, ont décidé en 1979 de se concerter sous l'égide des Nations Unies et de créer un cadre de discussion qui a au départ commencé sur les questions d'infrastructure, d'égouts. Donc la première chose qui se pose souvent, et ça se pose dans pas mal de villes en Syrie actuellement, c'est les égouts, le ramassage des ordures, des choses toutes simples mais qui intéressent, on va dire, l'ensemble de la population. Et donc, au sujet des égouts, il a commencé à se créer un cadre de concertation qui a continué. Et petit à petit, il y a un master plan, donc un plan, on appelle ça un master plan, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça, un plan stratégique d'aménagement qui a été développé par par les professionnels des deux côtés et qui a prévu un certain nombre de projets pilotes qui ont été mis au point et réalisés durant les 25 dernières années. Donc c'est ce site qui a appelé l'intérêt, on va dire, du prix Alexandre d'architecture en 2007, parce que ça a été une opération dont le processus est assez exemplaire. Bon, ça c'était une image pour montrer, on va dire, que les enjeux que toutes ces villes connaissent, et c'est les mêmes choses en Syrie, c'est plutôt les problèmes de modernisation et d'échelle du tissu ancien et du tissu moderne. Ça, c'est indépendant de la... Donc, ça a commencé par des concertations entre professionnels, parce que sur une base relativement, on va dire, ciblée, qui était résoudre les égouts, résoudre certaines choses. Et après, ça a pris une dimension plus politique. Et donc, des travaux ont été réalisés des deux côtés. Si vous voyez ce plan, c'est un peu abstrait peut-être pour certains, mais il reste toujours cette zone tampon. Elle reste encore aujourd'hui. La situation n'a pas changé, mais des projets ont été réalisés des deux côtés pour essayer quelque part de s'approcher vers, lorsque la situation politique sera résolue, d'un maillage réhabilité des deux côtés qui donnera lieu à une ville un peu plus intégrée que ce qu'elle n'était avant les projets. Voilà, enfin, on va faire un grand déplacement vers l'ouest, à peu près à l'extrémité du croissant d'expansion islamique, à Tombouctou, au Mali. Alors, je parle de Tombouctou parce que ça m'est assez proche, puisqu'actuellement, c'est un des points importants, le Mali, de situation d'après-conflit. Et encore, on parle d'après-conflit, mais on n'est même pas après le conflit. Le conflit continue. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment définir un avant, un pendant et un après, dans le sens que, aujourd'hui, un exemple, le nord du Mali, on ne peut pas encore considérer qu'on peut y travailler normalement. Dans le sens où les populations ne sont pas encore totalement d'accord de se parler. Et il y a encore des tensions importantes. Donc juste pour vous... Tombouctou, j'aurais dû prendre un plan du Mali parce que c'est difficile à situer.
mais c'est une ville, on va dire, du désert, qui est à la limite entre le monde saharien et le monde sahélien. Donc c'est un point de passage pour les caravanes nord-sud qui allaient en fait entre le Sahara et l'Afrique noire, et c'est aussi un point de déplacement est-ouest le long du fleuve Niger. Donc c'est une ville qui, depuis le XIVe siècle, a été un centre de la culture islamique avec des manuscrits très importants. Et voilà. Aujourd'hui, c'est une ville de 35 000 habitants, dont le centre ancien est plus ou moins une sorte d'amande. Ça ressemble assez à une médina, si on regarde. On a Agadez, c'est assez semblable. Et il y a trois mosquées en fait qui sont principales et qui ont fait l'objet de travaux de restauration, dont la principale, Djinguer qui a été restaurée. Et l'actualité, ce qui nous amène à parler du Mali, c'est que en 2012, des bandes armées ont pris le contrôle du nord du Mali à l'insu du gouvernement central. Voilà. Donc le gouvernement central s'est retrouvé totalement démuni par rapport aux forces d'occupation. Et ce qui s'est passé, c'est que très vite, la ville a été occupée par des gens qui n'obéissaient pas tout à fait aux mêmes règles que ce que l'État souhaitait. Donc la ville a deux mosquées principales qui sont mosquée de Djinguer, mosquée de Sankoré, qui sont des mosquées en terre. Alors, vous voyez, c'est des bâtiments qui ressemblent à ça. Donc, vous voyez, c'est la mosquée de Djinguer. Et ce qui est intéressant à voir au Mali, ce qu'on apprend souvent, c'est que le bien qui est en terre, en banco, c'est une architecture tout à fait organique, dans le sens que chaque année, elle est entretenue. Elle n'est jamais tout à fait la même. On la rencontre en 2014 aujourd'hui, sous une certaine forme. Elle va être entretenue, épaissie par endroits. C'est des bâtiments qui changent de toute façon. Et la société est très importante dans ces coins-là. Donc, c'est quelques photos pour vous situer un peu. La spécificité du Mali, en général, c'est une forme, on va dire, de décision très collégiale au niveau des communautés. Donc, vous voyez, quand on parle d'un projet, quand on propose un projet, quand on en discute, avant d'y arriver, on a une phase qui peut durer de 6 mois à 2 ans, 3 ans, qui est très difficile à contrôler dans le sens du temps, ce qui désespère en général les bailleurs de fonds, mais qui fait partie, on va dire, de la communication et de faire en sorte que les choses soient appropriées et qu'il n'y ait pas on va dire, de frustration à la suite des interventions. Donc voilà, ça c'était un peu une présentation générale. De quoi sont faits ces bâtiments? Ils sont faits en terre, en argile, donc c'est de la boue avec de la paille. Hein. Il y a des toitures en bois, donc c'est des architectures totalement environnementales, si on regarde. Les matériaux viennent à peine de 2-3 km à la ronde. Voilà, et c'est des architectures qui demandent un entretien constant. Alors, c'est là où la conservation du patrimoine dépend totalement, on va dire, de la conservation des savoir-faire, et qu'on a besoin de maintenir des savoir-faire traditionnels. C'est que si les êtres humains, si les personnes ne savent plus entretenir leurs bâtiments, c'est comme des sucres. Chaque pluie annuelle, en fait, va les réduire et ça va être un tas de terre. Donc, quelque part, l'investissement de formation est essentiel, ou en tout cas de maintien des capacités techniques qu'ils ont. Voilà une petite image. Donc, cette mosquée a été restaurée entre 2007 et 2010 avec les populations locales. Voilà, ça vous donne un petit peu un avant-goût. Et qu'est-ce qui s'est passé? Patatras, en juillet 2012, tout le monde on va dire la communauté internationale, ou les Maliens ont découvert que la moitié de leur pays leur échappait. Et que des bandes armées avaient déferlé du nord, avec des revendications tout à fait variées, mais avaient pris Tombouctou, avaient pris Kidal, avaient pris Gao. Donc des centres urbains où les populations vivaient en bonne intelligence, il n'y avait vraiment pas de tension perceptible en tout cas,
se sont retrouvés sous le coup, on va dire, de règles et de fonctionnement totalement exogènes. Et une chose qui a été extrêmement, on va dire, médiatisée, c'est la démolition des mausolées de Tombouctou, qui, comme les Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan en 2001, a stigmatisé totalement, on va dire, le caractère sauvage, on va dire, de l'occupation à Tombouctou. Et on se rend compte que, quelque part, quand on s'en prend au patrimoine, c'est quasiment plus grave que de s'en prendre aux êtres humains. Et on le monte en épingle de manière beaucoup plus importante. Donc ces mausolées, il y a 9 mausolées sur 16 qui ont été démolis totalement. Hein. Et comme vous voyez sur les images, ce n'étaient pas des édifices extrêmement valeureux en termes patrimoniaux. Hein. Ils n'avaient pas un décor particulier ou une architecture particulièrement sophistiquée. Mais c'était des édifices de mémoire. Un peu comme serait n'importe quel site dans lesquels se sont passées des catastrophes humaines. Un mausolée, c'est un site de mémoire où un saint local est enterré et une famille veille sur lui. Et donc, il y a un lien totalement essentiel entre le site et la communauté qui habite autour. Et aujourd'hui, se pose la question, qu'est-ce qu'on fait? Hein, c'est que donc l'UNESCO, on a déjà parlé de l'UNESCO, a cherché à prendre le flambeau et se dire, on va reconstruire. Et donc, ils amènent avec eux, en fait, certains bailleurs de fonds, certains agents techniques. Nous, on est partenaires avec eux pour la reconstruction de certains mausolées. Et la question, c'est qu'effectivement, il faudrait savoir prendre le temps, on va dire, de préparer les populations, d'en discuter vraiment et savoir exactement avec qui on veut le faire. Et idéalement, quasiment, il faudrait les laisser faire. Parce que quelque part, c'est des bâtiments qui leur appartiennent plus qu'à n'importe qui. Mais les biens sont classés au patrimoine mondial. En 1988, on les a classés dans un état. On est censé les remettre dans l'état où on les a classés. Ça fait partie des... Voilà, donc juste pour vous montrer un peu ce que... La mosquée de Djingar Hébert n'a pas été trop touchée. La mosquée qu'on a restaurée a été très peu touchée, mais quand même, deux petits mausolées qui sont situés là ont été totalement éradiqués. Donc c'est une chose qui est quand même assez traumatisante pour la population, dans le sens où une partie de leur histoire qui est liée à ces 333 saints de Tombouctou, qui sont ces petits mausolées qu'on voit en haut de l'image, qui étaient restaurés donc en 2009-10, voilà, se sont retrouvés complètement arasés. Tous les ossements ont disparu. Et voilà. Donc il y a une tentative délibérée d'éradiquer une partie, on va dire, de la mémoire collective et aussi de la croyance qui était associée. Voilà, donc, par chance, une chose qui est importante, et ça on va s'en rendre compte certainement un jour en Syrie, c'est que la documentation architecturale, tous les relevés qui ont été faits, dans ces cas-là, s'avèrent essentiels. Souvent, on pense en fait que les relevés d'état actuel en architecture, c'est un travail académique, d'une certaine manière, qui s'impose uniquement pour un souci d'archivage. On se rend compte dans certains cas, après des démolitions, que si on n'avait pas des relevés, ou au moins des photos, on se retrouve totalement démuni quant à la reconstruction. Voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'est l'actualité. En fait, on travaille actuellement à la reconstruction de deux petits mausolées qui sont sur la façade ouest de Djingar Hébert, avec les populations locales. C'est de toutes petites opérations, vous voyez, c'est petit comme... peut-être, ça fait, ouais, ils font 8 mètres carrés. Voilà. Mais ça signifie quand même beaucoup, parce que c'est renversé, on va dire, les démolitions qui ont été effectuées. Voilà. Donc je crois que j'ai fini, plus ou moins, avec ce petit tour d'horizon. Il n'y a pas vraiment de leçon à en tirer, dans le sens où il y a juste quelque part une chose à comprendre, c'est qu'on ne peut pas dissocier la reconstruction physique du développement dans toutes ses formes, qui sont le développement économique, l'économie, les infrastructures, ça on l'a vu en fait à d'autres endroits, et le renforcement des capacités des cadres d'administration, des professionnels locaux est essentiel, parce qu'un jour ou l'autre, ce sera eux qui seront les acteurs principaux. Et si on veut chercher
à s'approprier réellement la reconstruction ou le développement, et que ce ne soit pas les bailleurs de fonds qui dictent des conditions par manque, on va dire, de réponse locale. La formation des cadres locaux est essentielle. Voilà. Et après, en termes de comment les choses s'organisent, mode opératoire, ça c'est une question plus de culture locale. Mais effectivement, arriver à trouver, on va dire, une articulation entre la représentation de l'État, de l'intérêt collectif et de certains groupes civils est une clé qui permet quand même d'éviter trop de problèmes. Après, les recherches, sources d'archives, documentation, les universités sont essentielles parce qu'en fait, souvent, c'est les savoir-faire ou les connaissances sont dans les universités ou chez les gens. Les universitaires ont la connaissance, mais souvent ne l'ont jamais disséminée dans certains pays. Et en termes pratiques, plutôt que de chercher à vouloir tout faire d'un seul coup, avec une très grosse étude de 1000 pages qui sera déjà périmée le jour où elle sera réalisée, il est beaucoup plus pratique en général de réaliser une phase pilote, d'en tirer les enseignements et d'ajuster ensuite la méthodologie en fonction de la réponse qu'on rencontre localement. Voilà. C'est un peu comme ça que j'approcherai les choses. Voilà. Merci Christophe. On a 3 ou 4 minutes pour discuter et des questions. Oui, monsieur, s'il vous plaît. Bonjour encore. Excusez-moi, dans votre présentation, dans Arahan for Culture, c'était quelqu'un dont l'origine lointaine, il est syrien. Il est donc un grand-père qui est enterré à la ville de Salamiyé, dans la ville de Salamiyé qui se trouve à côté de Hama. Et je précise parce que j'étais au courant de ce qu'il faisait dans sa fondation. Il voulait, c'est malheureusement les événements, ils l'ont dépassé, il était dépassé par l'événement. La fondation, il voulait rénover la maison d'Ambar en Syrie, dans le quartier à côté de Kinis el-Mariamiyé. Il voulait aussi rénover le centre de Salamiyé. Il voulait élargir le centre culturel qu'il a créé à Salamiyé, à côté de Hama. Et je crois c'est à cause des événements et de la corruption qu'il a renoncé à faire. Donc, en plus, le monsieur, il est occupé par les élections au Pakistan, parce que, bon, comme il s'est marié avec une Britannique qui est partie au Pakistan. Par contre, oui, Tombouctou, c'était une catastrophe, parce que Tombouctou, il a beaucoup investi au Mali, et il voulait rénover les mosquées, parce que Tombouctou était au centre, un carrefour islamique, dans le XIIIe, XIVe siècle. Donc, ça a été un dommage qu'à Tombouctou. Mais par contre, j'espère qu'un jour, la situation revient au calme et qu'il pourra investir en Syrie, parce que, en fait, elle mérite, la Syrie, d'avoir quand même cette richesse, parce qu'il est originaire de la Syrie. Merci. Juste peut-être une réponse immédiate. La Syrie a été au centre des préoccupations et des intérêts de l'Aga Khan depuis assez longtemps. Pas mal de travaux ont été faits en Syrie. Ce n'est pas le propos d'en parler aujourd'hui, mais juste pour les nommer, la citadelle d'Alep a été restaurée en grande partie entre 2001 et 2007. Tout le périmètre autour de la citadelle a été repavé entre la vieille ville, l'Aga Khan et la GTZ. Voilà. Il y avait un certain nombre de projets qui sont encore dans les cartons et qui attendent d'être sortis. Voilà. Maintenant, les conditions préalables pour réaliser un projet actuellement ne sont pas encore réunies, mais il n'y a pas de raison pour que la Syrie ne reprenne pas le rôle qu'elle avait, qui était central dans l'intérêt de son Altesse. Oui, on voit une autre question là-bas, oui. May I ask in English?
I'm glad that you mentioned the restoration around the citadel of Aleppo. It's wonderful work done by the Aga Khan Foundation. At the beginning of the conflict, the revolution, not only there was destruction, and this which continues until now, of the infrastructure and the monuments in the old city of Aleppo, but some of the vital places where the plans for the old city, where these plans have been stored, are blown up, and now very important means to restore the city is gone. Now, I was wondering if there are any plans on the part of Aga Khan, since it was involved in the restoration of the old city of particularly around the citadel, and now with the destruction of the Umayyad Mosque, if there are any plans to, like on academic level, to gather all these plans from different sources and in precipitation of reconstruction of the old city in the future. Like we don't need to wait until the conflict is over. Like something can be started now in order to put all these things together. I would like to mention particularly that the central location where the plans for the old city are stored in the Dar Ifta, the endowment ministry, was like totally destroyed, and this was in interest of like some of the parties, like corrupt parts of the government, and also like of the regular citizens who wanted to grab or grab land or take over some of the endowments and for their personal interests. So there's a lot can be done before like everything settled down and any real construction is started. Are you aware of any effort on the part of Aga Khan to utilize its already existing involvement in the Aleppo city to engage in documenting the destroyed areas and in preparation for restoration in the future? Thank you. Je réponds en français ou en anglais? En français peut-être. Hein? Vous voulez, oui. In Rome was Romans too. Donc, nous alors pour vous répondre immédiatement, nous n'avons pas de projet de créer un centre d'archives unifié physique en Syrie. Par contre, une chose qui est intéressante aujourd'hui, c'est que les sources d'archives peuvent être totalement digitalisées. Et si vous prenez l'exemple, par exemple, de ArcNet, donc Aga Khan a promu, on va dire, ce site arcnet.org, oui, pardon, qui permet, on va dire, d'entreposer, on va dire, c'est une base de données avec des plans, des rapports, qui est disponible, on va dire, pour l'ensemble de la communauté scientifique, les étudiants et les autres, tout le monde. Et donc, on a un effort actuellement de mettre à disposition le maximum de documents, voilà, qui sont en notre possession, dans le sens où, maintenant, ce qui serait intéressant, effectivement, c'est que d'autres le fassent de la même manière. Hein. Et je pense que les sources d'archives digitalisées sont souvent plus faciles à disséminer que les archives physiques, qui sont quand même relativement fragiles, et surtout en cas de conflit. Voilà. J'espère avoir répondu, au moins partiellement, à votre question.